internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. TICAD, je vous le disais en sommaire de cette édition, elle s'est ouverte mercredi à Yokohama au Japon en présence de chefs d'État et de gouvernements africains, de hauts responsables des Nations Unies, de dirigeants du groupe de la Banque mondiale ainsi que d'acteurs économiques et de la société civile. La cérémonie inaugurale a été marquée par les allocutions du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, du Premier ministre japonais Shigeru Ishiba et de João Lourenço, président de l'Angola et président en exercice de l'Union africaine, UA. La TICAD 9, coprésidée par le Japon et l'UA, se tient jusqu'à vendredi et doit déboucher sur une déclaration finale définissant les priorités communes pour le développement économique et social du continent africain. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec l'économiste Dr Wanji. Bienvenue sur Vue d'Afrique. Bonjour docteur. Et bonjour à tous vos auditeurs. Alors, première question, pourquoi le Japon insiste-t-il aujourd'hui pour que ces entreprises investissent davantage en Afrique et aussi qu'est-ce que ça change concrètement pour les économies africaines? Bon, le nouveau paradigme de la coopération japonaise se différencie des anciens parce que le Japon était connu comme un pays, n'est-ce pas, qui donnait franchement l'aide sans contrepartie. Ils donnaient l'aide sans contrepartie. Alors que vous avez d'autres bilatéraux, quand ils donnaient l'aide, ils envoyaient leurs entreprises. On a souvent accusé, notamment les pays occidentaux, que quand ils donnent l'aide, ils envoient leurs entreprises pour récupérer, n'est-ce pas, sous forme d'investissement, sous forme de travaux publics, sous forme d'assistance technique même. Donc le Japon, n'est-ce pas, était vraiment un pays qui ne faisait pas dans ce qu'on appelle l'aide liée. Donc vraiment, la coopération japonaise pour nous, n'est-ce pas, qui étions dans le système international, c'était une coopération délicieuse. Maintenant, il semble donc que le Japon ait donc décidé que maintenant, ils vont aussi envoyer leurs entreprises en Afrique. Le Japon envoie déjà ses entreprises, mais c'est surtout dans la zone, dans la sous-région de l'Asie du Sud-Est. Les Japonais ont un comportement insulaire, séculaire, mais quand ils se déploient à l'étranger, vous les voyez surtout, n'est-ce pas, dans la zone de l'Asie du Sud-Est. Sinon, donc maintenant, les grandes firmes japonaises, n'est-ce pas, qui investissent dans l'automobile et dans l'électronique au Canada, États-Unis, Europe, etc. Donc le continent africain n'était pas encore une cible de l'investissement des entreprises japonaises. Si cela se trouve que c'est un nouveau paradigme qu'ils vont adopter, c'est bien pour nous d'avoir des entreprises japonaises qui travaillent sur notre sol. Docteur Wanji, on entend souvent dire que l'Afrique a beaucoup de partenaires étrangers, donc je fais allusion à la Chine, à l'Europe et aux États-Unis, mais ma question est celle-ci, qu'est-ce qui distingue vraiment l'approche japonaise? Est-ce la contrepartie dont vous venez de parler, l'aide liée dont vous venez de parler ou autre chose? Vous savez que le Japon, sur le plan international, a un comportement exemplaire. C'est un pays qui a été vaincu. Et de quelle manière? Lors de la Seconde Guerre mondiale et qui s'est consacré exclusivement au développement économique et social. Donc, le Japon ne projette pas des forces militaires à gauche et à droite dans le monde et n'intervient pas dans des conflits. Je ne pense même pas qu'elle fournit des troupes, n'est-ce pas, aux forces de maintien de la paix à gauche et à droite. Donc, c'est un pays, n'est-ce pas, qui s'est consacré au développement technologique et au développement humain. Donc, si nous pouvons donc, n'est-ce pas, travailler avec le Japon en profondeur, pour nous, n'est-ce pas, je compare l'aide japonaise à l'aide des pays nordiques. Parce que les pays nordiques comme la Suède, la Norvège, leur qualité de l'aide était aussi très distincte de ce qu'on reprochait à l'aide liée. Donc, si le Japon, n'est-ce pas, continue, n'est-ce pas, sa politique, n'est-ce pas, d'aide désintéressée, pour nous, c'est une très bonne chose. Alors, lors de la TICAD 9, le Japon a insisté sur la nécessité d'investissements de qualité en Afrique, mais le terme reste un peu vague.
quand on parle d'investissement de qualité ou à forte valeur ajoutée, ça veut dire quoi exactement pour un pays africain? Est-ce que ça touche surtout les routes, l'énergie, la technologie ou autre chose? Bon, la Chine a commencé il y a 2 ans, n'est-ce pas, à parler, n'est-ce pas, d'investissement de qualité, d'investissement productif, mais après 2 décennies où la Chine a livré du n'importe quoi en Afrique. Voilà. Des infrastructures qui ne servent à rien dans certains pays, des palais qui ne servent à rien, des stades de football où on joue, n'est-ce pas, 3 ou 4 fois par an. Et ça a contribué à l'augmentation de la dette des pays africains à l'égard de la Chine. Donc, le Japon a donc, n'est-ce pas, d'abord laissé les autres faire et tirer les leçons. C'est pourquoi il faut des investissements de qualité, c'est-à-dire des investissements productifs, après avoir bien étudié l'utilité et le rendement de l'infrastructure. On ne construit pas un aéroport pour une ville de 30 000 habitants, comme on a fait en Afrique. On ne construit pas un stade à 200 millions de dollars pour une ville de 30 000 habitants, comme on voit un peu partout en Afrique, et des palais de sport, des palais de congrès qui sont vides. Donc, si le Japon parle, n'est-ce pas, d'investissement de qualité, c'est parce qu'ils ont déjà tiré les leçons des problèmes que les autres donateurs, les autres, n'est-ce pas, nous ont créés avec des infrastructures qui ne servent à rien, des entreprises qui sont surdimensionnées, des entreprises qui sont même obsolètes sur le plan de la production et qui sont déficitaires. Donc je pense que, n'est-ce pas, tirant toutes ces leçons, le Japon, en venant avec ses entreprises, n'est-ce pas, nous fournira, le Japon nous fournira des routes qui desservent des zones de production, des routes qui desservent des bassins de production agricole et surtout, n'est-ce pas, des entreprises qui peuvent permettre, n'est-ce pas, que l'Afrique ait aussi un petit quota dans la chaîne du partage de la valeur ajoutée. Docteur Wanji, il nous reste malheureusement moins de 3 minutes. On va essayer d'y aller rapidement avec les 3 ou les 2 questions qui nous restent. Il faut relever que le thème de cette conférence est co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique. En pratique, comment est-ce qu'un pays africain peut vraiment co-créer et ne pas seulement recevoir? Bon, il y a un terme qu'on utilise dans le jargon français qu'on appelle co-entreprise. C'est-à-dire quand on voit une filière, on se partage les étapes de la production. Les uns fournissent la matière première raffinée à un certain niveau, d'autres fournissent des produits semi-finis et d'autres fournissent au 3e stade des produits qui sont aptes à être livrés aux consommateurs. Donc, quand, n'est-ce pas, le Japon parle comme ça, moi je comprends donc qu'il veut nous insérer, n'est-ce pas, dans la chaîne de production à un certain niveau. Soit au début, c'est-à-dire en tant que fournisseur de matières premières, ils avancent un peu dans la première transformation, soit vers la fin, en nous envoyant donc des produits semi-finis et à nous donc maintenant de terminer pour livrer aux consommateurs. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que il se prépare le Japon au terme de cette conférence à former 30 000 Africains dans le domaine de l'informatique, de l'intelligence artificielle. Et vous savez que c'est un créneau qui est porteur d'emploi pour l'avenir. On va malheureusement finir par cette question rapidement. Le Japon met en avant des garanties de la Banque mondiale et d'autres institutions pour sécuriser les investissements. Pour un citoyen lambda, ça veut dire quoi? Est-ce que ça protège les pays africains ou plutôt les investisseurs japonais? En quelques mots, s'il vous plaît. Bon, les deux, vous savez que l'aide japonaise au sein du TICAD était gérée par le PNUD, c'est-à-dire les Nations Unies, par la Banque mondiale et la BAD. Donc, on n'envoyait pas les fonctionnaires japonais sur le terrain en Afrique. Donc, le fait donc maintenant que les entreprises viennent, il faut toujours utiliser les infrastructures existantes, c'est-à-dire les mécanismes de garantie de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale pour pouvoir donc offrir des garanties nécessaires aux investisseurs japonais. C'est bénéfique, n'est-ce pas, dans les deux sens. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Vue d'Afrique. Bernard Wanji, économiste, docteur Wanji. Merci encore. Au revoir.
Ah, ok, au revoir. Merci de m'avoir consulté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on referme ce chapitre et on ouvre celui du Togo. Je l'annonçais tout à l'heure, l'ancienne ministre des Armées, Ossosimna Marguerite Nakade, a publié une vidéo de 10 minutes dans laquelle elle appelle à un changement au sommet de l'État. Depuis plusieurs mois, elle publie des tribunes sur la situation politique en cours au Togo dans lesquelles elle dénonce la gestion de Fort Gnassingbé. La publication de cette vidéo intervient alors que ce samedi 16 août, une douzaine d'organisations de société civile togolaises ont mené une opération de désobéissance pour protester contre les interdictions répétées de manifester pacifiquement, dénommées Togo mort. On écoute l'analyse du journaliste togolais Jean-Claude Bakali.